Donc, une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la surveillance de la coqueluche. La coqueluche qui est une maladie dont on en a pu entendu parler il y a des dizaines d'années, voire même une vingtaine d'années. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'opportunité d'avoir en face de moi un cas de coqueluche, même dans mes années de pratique clinique. Donc, je suis le docteur Chanceline Bilungandongo. Je suis médecin de santé publique et chef service de la surveillance épidémiologique à la direction de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies. Nous avons observé il y a quelques semaines déjà des cas suspects faisant penser à la coqueluche dans différents districts de santé de la région du centre. Et compte tenu de la situation épidémiologique dans d'autres pays africains, nous avons jugé nécessaire de communiquer sur la thématique, sur le sujet, afin que les uns et les autres nous donnent leur expérience là-dessus. Ceci permettra aussi aux acteurs de la région et même des districts de santé de pouvoir avoir des éléments clairs pour partager les informations avec les autres professionnels de santé, notamment ceux qui sont en première ligne. Donc, pour ce webinaire, nous aurons 3 présentations. D'abord, par le point focal surveillance de la délégation régionale de la santé publique du centre en la personne de M. Otto-Jean Noël. Il est également le chef bureau des informations sanitaires dans la même région. Il fera donc l'état sur les cas les cas suspects qui ont été enregistrés. Maintenant, le Cameroun n'a pas la capacité de confirmer un cas de coqueluche, donc nous avons demandé la collaboration de l'Institut Pasteur de Bangui en République centrafricaine et ils vont partager leur expérience sur comment se fait le diagnostic biologique de la coqueluche. Pour cela, nous aurons donc M. Beko Jean-Robert que nous remercions pour la disponibilité. Enfin, le pays implémente la surveillance selon la stratégie de surveillance intégrée et la riposte telle que recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Et devant les problématiques de santé, nous nous référons souvent à eux en termes de directives. Donc, nous avons l'honneur d'avoir le professeur Bita Fouda, qui est responsable du contrôle des maladies évitables par la vaccination au niveau de OMS Afro. À la fin des différentes présentations, nous aurons une série de questions-réponses, questions qui pourront déjà commencer dans le chat. N'attendez pas la fin des présentations. Vous pouvez commencer vos questions dans le chat. Nous allons les noter. Ce sera une session interactive et les participants ou les orateurs pourront également contribuer aux réponses. Nous allons donner 10 minutes de prise de parole des différents experts, notamment le secrétaire permanent du programme élargi contre la vaccination, le docteur Shalom. La coqueluche est une maladie évitable par la vaccination. C'est une maladie évitable par la vaccination qui touche beaucoup plus les enfants. Donc, nous aurons également la contribution du docteur Ngou Patrick, qui est pédiatre à l'hôpital régional annexe de Kribi. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au premier orateur, si l'équipe technique veut bien partager l'écran. Monsieur Otto, vous avez 10 minutes pour nous entretenir sur la situation des cas suspects de coqueluche dans la région du centre. Je vous remercie. Merci, docteur. Je sais pas si on me suit 5 sur 5. 5 sur 5, merci. Voilà, nous attendons le partage d'écran. OK, bonjour à tout le monde. Nous allons donc faire la situation de l'épidémie de coqueluche dans la région au Cameroun. Je suis M. Otto-Jean Noël, le chef d'unité surveillance, suivi et évaluation. Notre plan de présentation, il est comme vous le voyez. Nous pouvons aller directement au vif du sujet. Alors, la coqueluche est une maladie évitable par la vaccination et elle est hautement contagieuse due à une bactérie appelée Bordetella pertussis. En 2014, le monde a connu pratiquement 24 millions de cas avec 160 700 décès chez les enfants de moins de 5 ans et avec une couverture vaccinale entre 2019 et 2020, 84 et 86%.
L'Afrique est le continent le plus touché avec 33% des cas et 58% des décès dus à cette maladie, dont la couverture vaccinale en 2020 est de 74%. Au Cameroun, cette maladie ne fait pas encore partie des maladies sous surveillance. Néanmoins, nous avons une couverture vaccinale en 2003 pour ce qui est du Penta 3, pour la région du centre à 85,5% et pour le district santé de ça à 79%. Il faut noter que la région du Sud également a notifié 3 cas déjà à la semaine 23 et nous pouvons vérifier la couverture vaccinale pour la région à 84% et pour le district de Niété qui a notifié les cas 63%. Ici, nous avons la couverture vaccinale en Penta 1 et en Penta 3. Et nous pouvons voir que selon les districts qui ont eu le grand nombre d'attaques, entre Ndikinemeki et ça, nous avons 69% de couverture vaccinale pour Ndikinemeki et 79% pour le district santé de ça. En termes de rappel, sur le plan clinique, il faut noter que l'incubation de la maladie va entre 5 et 21 jours avec 3 phases. La phase catarale qui va de 7 à 10 jours avec du rhume, des malaises, une urinerie, l'amoiement est faible tout. Et à la phase paroxystique qui va de 1 à 6 voire 10 semaines avec des quintes de tout qui se terminent souvent par de longues et brillantes expirations appelées chant de coq. Il y a des vomissements, il y a l'apnée ou alors une cyanose qui est particulièrement chez les nourrissons. Il y a la phase de convalescence qui va aller de 1 à 2 semaines et la disparition des symptômes, elle est graduelle. Et nous avons par la suite des éléments de la complication qui peuvent être mécaniques, infectieuses, neurologiques ou alors des décès. Pour la partie paraclinique, notre prochain orateur va entrer un peu en profondeur, donc nous n'allons pas insister là-dessus. Alors, nous avons conçu des définitions de cas, sachant que la maladie n'était pas sous surveillance au Cameroun. Nous avons une définition de cas sur le plan de formation sanitaire, les cas suspects, et également dans la communauté. Pour ce qui est des cas suspects dans la formation sanitaire, avant l'épidémie, c'est toute personne présentant une toux pendant plus de 2 semaines ou une toux de quelque durée chez les enfants de moins de 1 an et avec au moins l'un des symptômes ci-après, quinte de toux, inspiration bruyante, qui est chant de coq, et vomissement post-tussif et une pause respiratoire ou alors cyanose seulement chez les enfants de moins de 1 an. Pendant l'épidémie, toute personne présentant une toux de n'importe quelle durée et avec l'un des symptômes suivants, quinte de toux, inspiration bruyante, vomissement post-tussif ou alors pause respiratoire ou alors cyanose seulement chez les enfants de moins de 1 an. Maintenant, en communauté également, nous avons pu déterminer que c'est tout enfant de moins de 1 an présentant une grippe associée soit à une quinte de toux qui s'aggrave la nuit, une reprise inspiratoire difficile, des vomissements survenant après la toux ou un arrêt de la respiration ou encore toute personne âgée de plus de 1 an avec une toux persistante de plus de 2 semaines associée à une quinte de toux qui s'aggrave la nuit, une reprise inspiratoire difficile ou des vomissements survenant après la toux. Également, il y a des définitions de cas probables, c'est toute personne répondant à la définition de cas suspect ayant été en contact étroit avec un cas confirmé en laboratoire dans les 3 semaines précédant le début des symptômes. Et le cas confirmé, c'est toute personne répondant à la définition de cas suspect avec confirmation en laboratoire de l'un des éléments suivants: isolement de la bactérie, détection des séquences génomiques de la bactérie, aide de la réaction en la chaîne à la polymérase, des taux élevés d'anticorps IgG spécifiques à toxines coquelucheuses chez 1 an, de plus de 11 ans, depuis 1 an pour moi, 1 an ou plus après la 2e dose du vaccin. Alors, nous avons également conçu donc, des fiches d'investigation telles que vous pouvez le voir là et que nous avons partagées avec les différents districts de santé. Suivant, s'il vous plaît. Alors, sur le plan épidémiologique, nous avons resté tour à tour. Le plus premier cas, il nous vient du santé de ça, dans le quartier parallèle 5. Et automatiquement, une investigation préliminaire a été menée chez un enfant, une fille de 11 mois non vaccinée, visage pouffu et rouge, des yeux enflés, écoulement nasal, tout évoquant le chant du coq et fatigue. Une liste linéaire a été établie avec 8 cas suspects et la couverture vaccinale, telle que vous la voyez,
avec 68 173 habitants, 11 aides de santé et 31 formations sanitaires. Tout également, les semaines sont suivies. Nous avons détecté 2 cas de suspects au centre de Vogada qui résidaient dans Soie, 2 cas suspects dans Dikinemeki, 2 cas suspects de Biémassi, un cas suspect au résident en Vogada, 3 cas suspects dans la distanté de Nété, dans le sud, et 2 cas suspects de distanté de Cité Verte, résident toujours en Vogada. Ici, nous avons la répartition des cas par district de santé jusqu'au 17 juin. Et on peut voir là que nous avons enregistré déjà 34 cas suspects, 0 décès et 22 prélèvements ont été envoyés au IPC de Bangui, dont tous les résultats sont revenus négatifs. Diapo. Nous avons là la cartographie des cas de la région du centre. À gauche, nous avons la répartition dans les districts de santé. Et à droite, nous avons le taux d'attaque de la coqueluche dans la région du centre. Et on peut voir que Ntikineme qui est ça, on a enregistré le plus grand nombre de cas. Diapo. Là, nous avons la description des cas par sexe par rapport à l'enquête qui a été menée. Et nous pouvons voir que la tranche d'âge de 0 à 2 ans a été la plus vaccinée selon l'enquête que nous avons, enquête communautaire que nous avons, vaccination communautaire que nous avons menée. Et 93% des personnes qui ont été enquêtées ont été vaccinées. Et là, nous avons également la 3e dose du vaccin Penta, dont nous avons également les enfants de 0 à 2 ans qui sont les plus vaccinés. Alors, des actions ont été menées, élaboration et diffusion des outils de surveillance, investigation préliminaire dans les districts, investigation approfondie dans le district de santé de ça, élaboration et diffusion des communiqués adressés aux délégués régionaux pour le renforcement de la surveillance épidémiologique, briefing des points focaux suivants des districts sur le système de notification et d'investigation. Nous avons également fait le renforcement de sensibilisation dans les districts de santé et même les agences de santé communautaires, le renforcement des capacités du personnel dans les districts de santé, la distribution des outils et du protocole de prise en charge dans les différents districts et également le renforcement des capacités des laboratoires pour faire des prélèvements. Là, nous avons à notre système droite une séance de sensibilisation des agences de santé communautaires dans les santé de ça. Quelques analyses ont été faites comme force, élaboration des outils de surveillance, disponibilité et réactivité du personnel, disponibilité du matériel et kit, prélèvement, adhésion des parents. Comme faiblesse, la maladie n'est pas surveillée au Cameroun, la capacité diagnostique biologique insuffisante, insécurité des kits pour les diagnostics moléculaires, absence de financement pour les investigations. Néanmoins, nous avons les opportunités, l'appui financier des CDC pour le transport d'échantillons au IPC de Bangui et SCA, et l'appui même de l'IPC de Bangui et SCA. Comme menace, c'est la faiblesse du système de transport des échantillons et l'absence de prépositionnement des intrants dans les districts de santé. Alors, nous avons là quelques galeries photos, l'enquête communautaire dans l'aire santé le Kolbana, l'administration du questionnaire au personnel de formation sanitaire, le prélèvement communautaire des cas, l'enquête de couverture vaccinale en communauté également, le briefing du personnel et également la revue des registres dans les différentes formations sanitaires et enfin une photo de famille, l'équipe qui a mené l'investigation approfondie dans le district de santé. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Otto. Je vous remercie particulièrement pour avoir également tenu dans le temps. Donc, ce qu'on pourra dire à la suite de votre présentation, c'est que le Cameroun est à risque d'observer une épidémie de coqueluche quand on regarde le taux de couverture vaccinale, du moins dans la région du centre. Et on peut également dire que le Cameroun n'est pas prêt à faire face à cette maladie parce que les capacités de diagnostic restent limitées. Donc, nous allons écouter M. Beko pour qu'il nous éclaire sur comment se fait le diagnostic de la coqueluche. Merci, M. Beko, à vous.
Allô? Vous me recevez? Vous me Oui, docteur. recevez? On reçoit 5 sur 5. D'accord, merci. Alors, ici, moi, je ne vais pas vous parler, c'est-à-dire sur l'épidémie, mais beaucoup plus sur le diagnostic, c'est-à-dire qui est réalisé au niveau de l'Institut Pasteur de Bangui. Diapo. Là, ça, c'est un journal dans lequel vous allez voir l'investigation d'une épidémie de coqueluche qui est réalisée dans une région sanitaire de la République centrafricaine. Diapo. Alors, diapo, voilà. Alors, on va parler d'abord de contexte épidémiologique. Qu'est-ce que d'abord la coqueluche? La coqueluche, c'est une infection respiratoire bactérienne contagieuse, potentiellement grave et sévère, qu'on retrouve chez les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes aussi fragilisées, telles que les femmes enceintes et les personnes âgées. Diapo. Le genre Bordetella, il est impliqué dans cette infection. Et le genre Bordetella comprend 9 espèces, dont Bordetella pertussis et Bordetella parapertus, qui sont responsables de la coqueluche humaine. Et la transmission pour Bordetella et Bordetella pertussis, elle est strictement interhumaine par aérosol lors de la touche chez une personne infectée. Diapo. Alors, quelles sont les caractéristiques biologiques de cette bactérie? Ce sont des cocobacilles. Lorsque vous faites ce qu'on appelle le gramme au niveau du laboratoire, ce sont des cocobacilles qui sont asporuleux mobiles, pérétrices, c'est-à-dire ou soit elles sont aussi immobiles. Donc, ce sont des cocobacilles objectifs. Donc, notre objectif est de réaliser le diagnostic d'une coqueluche. Plus précisément pour Bordetella pertussis et Bordetella parapertus lors d'une toux persistante chez l'adulte et l'enfant, par isolement de la bactérie. Donc, il y a la culture et par la détection du matériel génétique PCR. Diapo. Alors, d'abord les prélèvements. Le prélèvement nasopharyngé est recommandé et c'est ce qui est très fiable. Pour faire le prélèvement nasopharyngé, vous avez ici à côté à droite, vous avez les coubillons standards avec le milieu agnès gel stérile copan que vous pouvez prendre, c'est-à-dire pour faire ce prélèvement, c'est-à-dire nasopharyngé. Et ensuite, les coubillons, vous le plongez dans le milieu de transport et là, on peut conserver à 2 à 8 degrés. Et bien sûr, avec toutes les informations qu'on doit mettre, c'est-à-dire sur les couvillons. Diapo. Alors, la culture. Nous, au niveau de l'Institut Pasteur, on ne fait pas la culture. Mais du moins, on avait fait tout à l'époque, ben, ça prend un peu de temps. Alors, pour réaliser la culture, l'échantillon, c'est-à-dire le plus idéal, ce sont les aspirations. Les aspirations. À défaut, on peut utiliser les découvillons, c'est-à-dire pour la culture. Et la culture peut être mise en œuvre durant les 3 premières semaines de la tour. Mais la probabilité d'isolement décroît rapidement après la première semaine. Et cette culture, elle est inutile lorsque le patient reçoit une antibiothérapie adaptée depuis plus de 3 jours, ou soit la toux, elle est présente depuis plus de 3 semaines. Lorsque un patient a déjà une antibiothérapie, ou soit une toux qui persiste depuis 3 semaines, ça ne sert à rien de faire la culture parce que là, on aura un germe décapité. Et la durée aussi de transport pour la recherche, c'est-à-dire en culture, elle est très critique. Et il ne faut pas que cette durée dépasse 48 heures. L'écouvillonnage de la gorge ou le recueillement des crachats, c'est vraiment inutile. Diapo. Il y a 2 milieux de culture qu'on peut utiliser. Il y a le milieu Gélos Regan Glove, plus un antibiotique, la céphalexine, 10 à 15, à 15% de sang de cheval ou de mouton. Et le milieu le plus utilisé, c'est le Bordeaux Gémeaux. Le milieu le plus utilisé pour la recherche. Vous revenez en haut, s'il vous plaît. Voilà. Donc, avec une incubation à 35 degrés pendant 8 jours. Ça, c'est le temps idéal, c'est-à-dire pour rechercher un germe, c'est-à-dire au niveau de la culture.
Diapo. Ensuite, la deuxième méthode, c'est l'amplification génique. L'amplification génique, c'est le diagnostic de choix pour la coqueluche. À partir de milieux agnès, les couviers stériles, ou soit on peut utiliser l'emploi du type agnès avec ou sans charbon, qui ne va jamais interférer sur le résultat de la PCR. À défaut, on peut aussi utiliser un écouvillon sur tige flexible, qui est possible aussi pour récupérer les matériels génétiques pour l'amplification génique. Par contre, il faut toujours faire attention parce qu'il y a avec l'inhibiteur, l'alcagène, qui est un inhibiteur, c'est-à-dire pour l'attaque polymérase. L'avantage de ça, c'est la conservation du prélèvement. Le prélèvement peut rester longtemps. C'est-à-dire, si on a un prélèvement qui est fait qui est destiné à une amplification génique, ça peut rester longtemps, même à 2 degrés, pour le diagnostic. Diapo. Dans l'amplification génique, il faut d'abord faire ce qu'on appelle les extractions de l'ADN. À défaut de kit d'extraction, nous, ici, au niveau des incubateurs de Bongué, nous, on utilise la méthode par choc thermique avec les étapes suivantes. Les échantillons, on le recueille, les échantillons dans des tubes Eppendorf à 1,5 ml d'eau distillée, ébullition à 100 degrés pendant 5 minutes, la centrifugation à 15 000 tours par minute pendant 10 minutes, puis on élimine les débris cellulaires et le surnageant est recueilli et alicoté, prêt même à être utilisé ou soit on peut conserver à moins 20 degrés. Diapo. Alors, vous avez ici les amorces que nous, on utilise. Et on utilise pour les amplifications géniques. Ces amorces sont recommandées par le CNR de Coqueluche à Paris. Là, on a 2 amorces pour l'instant. Le IS 481 qui recherche plus particulièrement le bordetella et avec une très grande sensibilité, mais ça n'empêche pas qu'aussi on peut, bien sûr, retrouver d'autres bordetella, plus particulièrement Olmilis, qui est avec une copie qui est très faible, mais c'est beaucoup plus ciblé pour Bordetella persitus. Et ensuite, vous avez la deuxième amorce, qui est le IS 1001, pour la recherche de Bordetella parapersitus. Vous voyez ici, il y a une très grande sensibilité par rapport à cette amorce. Et vous avez les réactifs qui vont être accompagnés, tels que le TAC Master Miss, le switch de contrôle qui doit être envoyé par le Centre national de référence. Et ensuite, vous avez l'appareil FAST pour les amplifications. Diapo. Vous avez aussi d'autres possibilités, des amorces que je vous ai montrées ici, les targets que vous pouvez utiliser. Je crois que dans la première réunion, il y avait une personne qui m'avait posé la question, pourquoi on n'utilise pas, toi, le IS 1002? Nous, ici à l'Institut Pasteur, on utilise le IS 481 pour la recherche de Bordetella persitus et IS 1001 pour parapersitus. Quand vous regardez la différence entre le 1001 et le 1002, le nombre de copies, c'est-à-dire que nous, on peut enregistrer pour le diagnostic de Bordetella parapersitus est beaucoup plus important avec l'amorce IS 1001 par rapport à l'amorce IS 1002. Le IS 1001, c'est recommandé par le CNR. Diapo. Et ici, vous avez le programme d'amplification que je vous ai donné. Ensuite, dans ce programme d'amplification, nous, on recherche le génome de Bordetella persitus en PCR temps réel et la cible, c'est IS 481. Et la recherche de Bordetella parapersitus, qui est la cible qui est IS 1001, avec le programme qui est en dessous. Diapo. Voilà les résultats que vous allez obtenir. Si tout se passe bien, ici à gauche, vous avez la recherche de Bordetella, de Bordetella persitus avec le témoin que vous voyez ici, le témoin IS 481. Ensuite, vous avez les échantillons. À droite, vous avez la recherche de Bordetella parapersitus. Quand on regarde ici, bon, il n'y a que des fonds de bruit, mais qui sont pas, on peut pas considérer ça comme des échantillons négatifs. Ça, c'est juste des fonds de bruit. On voit juste le témoin de Bordetella parapersitus, le IS 1001. Diapo. Là, on vous montre juste l'état des lieux des épidémies de coqueluche en République centrafricaine pour la semaine 1 à 23
La République centrafricaine, nous, on a 7 régions sanitaires. Quand vous regardez bien sur la carte, donc à l'ouest ici, vous avez le Cameroun qui est ici de l'autre côté. Et ensuite, vous avez le Tchad et le Congo, ainsi de suite. Et quand on fait le bilan, c'est-à-dire quand on fait l'état de lieu de la semaine 1 à semaine 23, jusqu'à aujourd'hui, on a 153, on a 153 échantillons de suspicion de coqueluche que nous, on a reçus au niveau de laboratoire. Et si on fait la répartition par sexe, on a 70 pour les sexes féminins, 83 pour les sexes masculins. Et ces échantillons nous proviennent de la région 1, 2 et 3. Et lorsque moi je vois sur la carte la région 2, c'est beaucoup plus au niveau de la frontière, tu vois, Cameroun. Et le total des positifs, nous, on a 48%, soit 74 positifs qui représentent 48%. Et si on fait la répartition entre la positivité entre Bordetella persitus et Bordetella parapersitus, on a 56, soit 37% pour Bordetella parapersitus et 12%, soit 18 pour Bordetella parapersitus. La moyenne d'âge des patients que nous avons eu ici, c'est 3,5 et avec les âges extrêmes, 1 mois à 10 ans. Diapo. Alors, ça, c'est la salle d'amplification que nous, on utilise pour nos diagnostics. Vous regardez ici, ce sont tous ces appareils. Le 7500 FAST que je vous ai parlé tout à l'heure, tu vois, dans les premiers diapos. Donc, c'est ces appareils que nous, on utilise pour les diagnostics de coqueluche et aussi d'autres diagnostics, c'est-à-dire des maladies émergentes. Diapo. Je vous remercie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Beko, pour ce partage d'expérience. Donc, nous allons retenir de cette présentation que le Cameroun est à risque car la coqueluche est une maladie réelle parce que vous avez enregistré des cas positifs et même dans les districts frontaliers à notre pays. Ça montre donc l'importance pour les acteurs de pouvoir détecter ces cas-là. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Bittard que nous remercions déjà qui a écrit dans le chat et qui dit que dans les prochains jours, l'OMS va appuyer le renforcement des capacités des techniciens de laboratoire du Cameroun afin que le Cameroun soit capable de poser le diagnostic. Dans les cas que nous avons enregistrés, c'est peut-être pas parce que la coqueluche n'existe pas, mais ça peut être du fait des techniques de prélèvement ou même aussi de ce qui a précédé, peut-être en termes de prise d'antibiotiques, comme cela a été dit dans la présentation. De toutes les façons, les questions continuent d'être posées dans le chat et les différents orateurs vont revenir dessus. Professeur Bittard, vous avez la parole, tout en vous remerciant encore. Et merci beaucoup. Merci de la part de l'OMS, région africaine. C'est pour nous un privilège de pouvoir présenter la gestion d'une épidémie de coqueluche. Suivant. Alors, après une introduction, nous allons globalement présenter les stratégies de lutte contre la coqueluche, puis des stratégies de riposte, et puis on va pouvoir conclure. Suivant. Je pense que ça a été déjà dit au départ, c'est une maladie contagieuse, mais je vais insister sur son extrême contagiosité. Et il faut dire que parfois, on peut avoir une mortalité qui est assez élevée, mais dans des situations où la prise en charge est maîtrisée, où la détection est rapide et il y a une bonne recherche active des cas pour réduire le temps de la prise en charge et une bonne prophylaxie, on réussit à réduire. Alors, cette maladie qui parfois est considérée comme une endémicité dans certains pays qui présentent particulièrement des taux de couverture très bas, a tendance à vouloir s'installer. Mais pour le moment, nous considérons cette maladie comme une maladie réémergente dans certains pays, notamment en Afrique. Il faut dire qu'en dehors de la RCA, la Guinée a reporté ses premiers cas en 2022. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça met du temps. Et ça met du temps parce qu'effectivement, la réponse adéquate n'est pas encore mise en route.
Et vous allez comprendre que la Guinée a également la diphtérie, qui sont des maladies qui sont proches. Et on se rappelle que le Cameroun a suspecté les cas de diphtérie il y a quelque temps et le Gabon connaît l'épidémie de diphtérie. Suivant. Alors, comme je le disais, l'une des choses importantes, c'est véritablement la vaccination. Et dans les facteurs de risque, et ça a été dit au départ, il faut dire qu'il y a cette notion de zéro dose que vous connaissez, c'est-à-dire des enfants ou des personnes qui n'ont jamais été vaccinées ou des personnes insuffisamment vaccinées ou sous-vaccinées. Ces personnes sont des personnes à risque. Et il faut dire que notre contexte est favorable vu le biotope que ça offre à l'éclosion, bien à l'évolution du Bordella pertussis. Donc, il faut savoir que, comme Chanceline l'a dit, on reste dans une situation à risque, un peu comme les autres maladies évitables par la vaccination. D'entrée de jeu, je veux vous dire que en termes de stratégie de réponse ou bien stratégie de lutte, c'est pratiquement les mêmes hein, avec les autres maladies évitables par la vaccination. Suivant. Alors, avant de passer aux stratégies de riposte, il faut qu'on ait déjà la base sur les stratégies de lutte. En termes de stratégie de lutte, on commence toujours par la surveillance. Et Chancine l'a dit, la surveillance n'est pas mise en œuvre au Cameroun. Et vous allez comprendre que même dans le document intégrer de surveillance au niveau de la région africaine, vous n'allez pas retrouver la coqueluche, mais plutôt dans des documents au niveau global. C'est une maladie qui était pratiquement éliminée et qui est en train de revenir. Cependant, la surveillance il y a des orientations par rapport à la surveillance. Certains pays mettent en place des surveillances sentinelles, d'autres font la surveillance globale agrégée, la surveillance des événements, et ils peuvent introduire, s'ils le veulent, dans leur système. Et je pense qu'avec le contexte de suspicion d'épidémie ou d'épidémie, les pays doivent penser à l'introduire. Et je disais encore, il y a quelque temps, lorsqu'on m'a demandé de faire la présentation, qu'il faut que nous-mêmes, au niveau de la région, comme on l'a fait avec la diphtérie, qu'on puisse développer un document qui va orienter les pays. Bien sûr, la confirmation du laboratoire. Et parfois, parce qu'on a oublié la maladie, on est parfois surpris. Et vous savez que les réactifs se périment, on ne peut pas les garder éternellement au niveau des laboratoires. Et puis, ça coûte cher. Et parfois aussi la formation. Alors, la prise en charge des cas, ça, il faut connaître avec les macrolides, mais surtout la prophylaxie aussi des cas contacts pour réduire la contamination. Et, comme je disais, la stratégie qui est une stratégie de routine, c'est-à-dire la vaccination qui est faite en routine permet de soutenir ou alors de pérenniser cette immunité qui a été établie il y a depuis quelques années. Malheureusement, il y a trop de susceptibles, mais il y a des réponses suivantes. Alors, je ne vais plus insister parce que j'en ai déjà dit, on sait très bien de façon globale, il faut pouvoir suivre pour mesurer l'impact ou bien alors le statut qu'on a. Et maintenant, le Cameroun sera obligé de le faire. Il faut pouvoir avoir les données, mais il faut aussi publier. Il faut pouvoir faire parfois des surveillances sentinelles. Mais l'une des choses importantes, c'est de rapidement détecter pour pouvoir mettre en place, confirmer et mettre en place les grandes interventions de santé publique afin de stopper l'épidémie de coqueluche. Vous avez vu en Guinée, c'est depuis 2022, ça fait beaucoup de temps. Je ne vais pas revenir sur la définition suivante. Sur le plan didactique, je devais mettre la définition de cas parce qu'on en a parlé. Alors, on a suivi que tous les cas qui ont été testés à Bangui sont négatifs. Alors, deux questions se posent. Et je pense qu'Anceline parlait déjà de multiples facteurs qui peuvent entraver la positivité. Mais il faut dire aussi qu'il y a la définition de cas. Tout part de la définition de cas. Et ça, c'est global en matière de surveillance ou bien pour toutes les autres maladies. Est-ce que la définition de cas, mais il y a un signe spécifique, le cri du coq. Alors, est-ce que pour des gens qui n'avaient jamais suivi avant, est-ce que véritablement ils réussissent à percevoir, alors qui parfois ressemblent à des stridors. Donc, je pense que ça aussi, il faut revoir, mais c'est aussi la formation. Et la formation est une chose très importante. Je vais juste citer, comme dans la diphtérie, il y a des cas suspects, il y a des cas confirmés. Je ne reviens pas parce que ça a été expliqué brillamment tout à l'heure, mais il y a des cas liés épidémiologiquement.
Il n'y a pas d'épidémie pour le moment. Il faut pouvoir lier. Est-ce que ceux qui ont eu des cas, est-ce qu'il y a un cas qui était en Guinée ou qui était en RCA? Et il faut pouvoir, et ça se fait avec les investigations. Et puis, il y a les cas probables qui n'ont pas eu la définition, qui n'ont pas été confirmés, qui n'ont pas de lien épidémiologique et dont on pense, le clinicien pense véritablement qu'il s'agit d'un cas de coqueluche. Alors, l'épidémie, contrairement aux autres maladies, comment est-ce qu'on confirme une épidémie de coqueluche? Contrairement aux autres maladies, on n'a pas un seuil épidémique ou un seuil d'alerte. Mais dans la confirmation d'une épidémie, on dit il faut qu'il y ait une augmentation des cas. Alors, si vous partez de zéro, vous pouvez revenir, parce qu'il y a l'épidémie en bas, j'explique un peu ça. Vous pouvez revenir l'autre diapo. Voilà. Pour l'épidémie, le Cameroun part de zéro depuis des années. Et s'il y a des cas qui sont confirmés, on va penser à parce qu'il y a une augmentation. Pour des pays où il y a une endémicité, un cas de coqueluche n'est pas considéré, ou bien 2 ou 3 cas. Il faut qu'il y ait véritablement une augmentation, parfois le double dans des semaines consécutives. Donc, un cas, 2 ou 3 cas confirmés, on peut parler d'une épidémie de coqueluche. Contrairement à la diphtérie, où un seul cas, on a déjà une épidémie. Suivant. Et c'est là où la discussion est très importante entre les différents experts. Alors, en termes de stratégie de riposte, c'était intéressant de commencer par donner les stratégies de lutte parce qu'on part de là pour pouvoir effectivement mettre en œuvre les stratégies de riposte. La première chose, c'est le renforcement de la surveillance ou alors la mise en place de la surveillance. Au Cameroun, on a mis en place la surveillance comme dans d'autres pays parce qu'elle n'existait pas. Et ça, c'est toujours comme c'est défini la détection des cas, l'investigation de cas. Et on dit que pour chaque cas suspecté, dans les 2 jours qui suivent, il faut pouvoir faire une investigation. Ça signifie qu'il faut descendre, il faut poser des questions, il faut remplir, il faut faire des prélèvements et autres. Mais autour de ça, il y a la recherche active des cas. Lorsque vous avez un cas suspect quelque part, allez sur le terrain, commencez à rechercher les cas tout autour. Est-ce que c'est fait? Ça devrait être fait. Ça fait partie des stratégies de surveillance qui, dans le renforcement, chaque cas suspecté, comme j'ai dit, doit faire l'objet d'une investigation et doit être clairement documenté. Alors, je dis le renforcement de la confirmation au laboratoire parce que pour certains, ils font de la surveillance, ils font de la confirmation. Pour d'autres, pas encore. Alors, comme le Cameroun l'a fait, le Cameroun a l'appui de la RCA. On félicite la RCA parce que véritablement, c'est une coopération sud-sud et je pense qu'on est très content de ça. Alors, il y a la formation et comme je disais, on a eu la requête, on a répondu favorablement et probablement d'ici quelques temps, il y aura la formation, mais il y a aussi l'achat des réactifs. Il y a l'entraînement et je pense que le Cameroun va pouvoir véritablement avancer dans ce sens. Pour la prise en charge des cas, ça veut les macrolides, on ne va pas entrer dans les détails, ce sont les macrolides, mais il faut pouvoir d'abord suspecter ces cas. Et de façon spécifique, un peu comme la diphtérie, il faut pouvoir faire la prophylaxie avec macrolides pour des cas contacts. Ça permet d'éviter la survenue de la maladie, mais ça permet aussi d'éviter la continuité en termes de nombre de nouveaux cas suspects. Et on a la vaccination. La vaccination, c'est la stratégie la plus importante. C'est elle qui permet de stopper l'épidémie. C'est elle qui permet de prévenir l'épidémie. Donc, elle est importante. Mais pour le Cameroun, il faut non seulement renforcer la surveillance pour relever, parce qu'on est pratiquement à 70, ça a été dit, mais il faut pouvoir répondre aussi autour des cas. Et c'est souvent dans les cas qui sont sous-vaccinés ou bien non vaccinés. Et ça rentre dans la stratégie Bikacho, où le Cameroun est inscrit et je crois que le Cameroun a des stratégies par rapport à ça. Et puis, il y a la communication du risque. Comment est-ce qu'on communique? Quelles sont les stratégies pour non seulement avoir une population qui est informée, mais également ceux qui doivent décider, afin qu'il n'y ait pas de panique, mais afin qu'il y ait une maîtrise et qu'il n'y ait pas de confusion avec les autres maladies. Suivant. Alors, maintenant qu'on a tous les différents piliers, il y a la coordination de la riposte. On a vu des pays qui avaient toutes ces stratégies, mais il y a un point de coordination. Parfois, on fait une coordination à 3 niveaux, au niveau international, au niveau national et puis au niveau de la zone.
où il y a ou bien au niveau régional et puis au niveau du pays. Et parfois, à l'intérieur du pays, on va jusqu'au niveau du district. Il faut s'assurer qu'il y ait une coordination de la riposte, mais il faut également mettre en place un système de gestion. Il faut pouvoir planifier la riposte, il faut pouvoir suivre. Mais entre-temps, il faut pouvoir faire les revues intra-action, les revues après action lorsque c'est terminé, et puis faire un plan de contingence pour pouvoir éviter. Suivant. Alors, je ne vais pas insister sur ce qui suit, ça va être didactique, on va partager les slides. Je vais tout simplement, j'en ai déjà parlé, c'est juste pour rappeler la recherche active des cas suivants. Le traitement, c'est la même chose, ça a été dit, traitement et puis prophylaxie à ceux qui sont exposés suivant. Et puis la vaccination avec des vaccins qui contiennent le DTC COC. Ça, c'est dans la routine, mais c'est aussi dans les stratégies de rattrapage. Et je pense que le Cameroun est engagé dans ce sens suivant. Alors, en termes de conclusion, il faut dire que la faible performance des programmes élargis entraîne la réémergence des maladies comme la diphtérie, la coqueluche ainsi que les autres maladies. L'absence d'une surveillance sentinelle ou bien d'une surveillance est un problème de détection et je pense que le Cameroun est en train de mettre ça en place et c'est une bonne chose, y compris le laboratoire et la confirmation des cas. Les stratégies sont connues, vous les connaissez. Il faut juste pouvoir rapidement détecter, continuer les stratégies du programme élargi et évidemment le Cameroun ainsi que les autres pays auront moins de risques. L'OMS confirme et réaffirme qu'elle va continuer à apporter un appui au pays, principalement au Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation et surtout pour ces orientations que vous nous donnez quant à la détection précoce et la riposte contre toute épidémie de coqueluche. Et on a bien retenu que la coqueluche et la diphtérie sont des maladies assez liées. Et depuis la fin de l'année dernière, le Cameroun continue de recevoir des alertes dans ce sens. Et il faut dire que le Cameroun a même participé à la détection du cas qui a été confirmé venant du Gabon. Donc, nous avons également retenu, comme on l'a dit, on reste à risque, mais on doit améliorer les stratégies vaccinales. On doit également renforcer la surveillance épidémiologique, mais surtout et surtout renforcer les capacités des acteurs de première ligne pour la détection des cas. Et j'en profite pour saluer également la perspicacité du chef de district de ça dans la région du centre, qui est le premier district à avoir notifié un cas suspect avec la caractéristique du champ de coq qui fait partie de la définition des cas. J'ai vu le docteur Epoussi connecté. Nous vous remercions encore pour votre dynamisme. Donc, nous sommes arrivés à la phase des questions-réponses. Certaines questions ont déjà été dans le chat. Il y a par exemple Fauché qui demande pourquoi jusqu'ici la maladie n'est pas sous surveillance. Il y a le docteur Dalil qui demande à M. Beko pourquoi le prélèvement de gorge est inutile. Il y a Mme Efa qui demande à M. Otto, est-ce que les formulaires d'enregistrement des déclarations des décès font partie des outils qui ont été mis à la disposition des acteurs. Donc, voilà les questions que j'ai pu noter dans le chat et je vais passer la parole d'abord à M. Otto et ensuite à M. Beko. M. Otto, est-ce que vous êtes encore connecté? Oui, docteur, je suis connecté. Madame Efa a posé la question de savoir si les outils de déclaration de décès sont dans le paquet qui ont été envoyés dans les districts santé. Effectivement, nous avons partagé lors du briefing avec les points focaux tout ce qui concerne les informations, même pour la déclaration des décès. Il faut noter que lors des réunions, harmonisation et données également, nous envoyons toutes ces informations dans les districts de santé. Donc, tous les districts de santé actuellement dans la région de Centre ont toutes les fiches concernant les décès et même les définitions de cas et les investigations. Très bien, merci beaucoup, docteur Otto. Ça répond à, oui, vous serez docteur bientôt. Ça répond à la question de Madame Nefa.
En fait, vous savez que la surveillance de la mortalité est un processus que le ministère de la Santé arrête déjà à bras le corps et forcément ces outils-là sont disponibles. Nous avons aussi la chance que les cas de coqueluche que nous avons enregistrés pour le moment, il n'y a pas eu de décès, heureusement. Donc, je vais passer la parole à M. Beko en ce qui concerne les aspects de laboratoire, notamment la technique. Quel est l'échantillon qui doit être envoyé au laboratoire? Je vous remercie. Je réponds d'abord à la question qui a été pour pourquoi le prélèvement de gorge est inutile. Vous me recevez? Oui, oui, très bien, Allô? allez-y. Oui, oui, on vous D'accord, reçoit d'accord, très bien, merci. d'accord. Là, le prélèvement, c'est-à-dire le plus approprié, c'est le prélèvement nasopharyngien. C'est là où il y a vraiment l'habitat, tu vois, des bactéries. Donc, le prélèvement de gorge, ce n'est pas vraiment indiqué, tout comme le crachat, où il y a une faible probabilité, c'est-à-dire de retrouver, c'est-à-dire ces germes. Mais le nasopharyngé, c'est le prélèvement qui est beaucoup plus recommandé, où il y a beaucoup plus de probabilité, c'est-à-dire de retrouver ces germes. Donc, un peu partout, c'est le prélèvement nasopharyngé. Euh, L'écouvillon, on avait parlé de l'écouvillon. J'avais parlé de deux techniques. Il y a la technique de culture. Et les techniques de culture, moi, j'avais dit que c'était beaucoup plus l'aspiration pour la culture. La culture, c'est beaucoup plus l'aspiration. À défaut, on peut utiliser aussi les couvillons, mais il faudrait que ça soit utilisé enfin, beaucoup plus rapidement pour éviter que les germes, c'est-à-dire puissent, pour la viabilité, tu vois, des germes. Par contre, pour la technique de la biologie moléculaire, l'amplification génique, nous, on utilise, c'est-à-dire les écouvillons. Les écouvillons sont indiqués pour ça. Et avec écouvillons, même si les bactéries ne sont pas viables, mais on a toujours les matériels génétiques qui sont conservés. Donc, c'est pour cela qu'on avait montré l'écouvillon avec gel, l'écouvillon avec gel ou sans charbon, ça peut, c'est-à-dire utiliser, c'est-à-dire pour la technique de l'amplification génique. Peut-être, s'il y a d'autres questions, ben, nous sommes là. J'ai Merci. répondu. Voilà, ouais. Oui, oui, merci beaucoup, Dr. Beko. Donc, il faut dire que l'écouvillon est inutile pour les cas de culture, si j'ai bien compris. C'est Voilà, que ça, vous c'est ne à faites pas. défaut. Non, on ne le Voilà, fait pas. Mais si voilà, moi, s'il y a un prélèvement qui est un fait sur conseil. l'écouvillon, donc il faut le faire aussitôt. Ça ne sert à rien de garder pendant très longtemps. Mhm. Voilà, voilà. Donc, quand on conserve pendant longtemps, il y a aussi la viabilité, tu vois, des bactéries qui est mise en jeu, quoi. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup. Et je tiens à préciser qu'avec la pandémie de COVID, la plupart des acteurs de terrain ont les capacités de faire des prélèvements de gorge et des prélèvements nasopharyngiens. Donc, le conseil de la RCA, c'est vraiment d'aller Nasopharyngé. vers, voilà, nasopharyngé et si possible même d'utiliser les techniques d'amplification génique. Donc, nous avons les experts de laboratoire qui sont concernés. Je vois une question. Quelle est la procédure pour le transport de l'échantillon? Je pense que ce n'est pas à l'attention de M. Beko. Donc, la procédure, c'est vraiment encore ici au Cameroun, dans le transport de l'échantillon du niveau opérationnel vers les labos de référence et après, du labo de référence peut-être vers, on va dire quoi, du labo central vers les laboratoires de référence qui peuvent confirmer la maladie. Donc, docteur Annick est connecté. Docteur, j'ai aussi vu docteur Ngomet du Centre Pasteur du Cameroun. Donc, sentez-vous libre également d'interagir dans le chat pour éclairer nos euh, collègues sur ces techniques de transport des échantillons-là. Mais il faut aussi noter qu'avec le programme élargi de vaccination, il y a un système de transport des échantillons que tous les acteurs connaissent et qu'on essaye de mutualiser. Donc, si vous avez des échantillons suspects de coqueluche, la première des choses, c'est la notification immédiate. Notification immédiate qui permettra donc au district et à la région de vous assister. Madame Palme, vous êtes à la région, vous notifiez au niveau supérieur afin que nous puissions vous assister pour le transport sécurisé de l'échantillon. Donc, nous avons
dans l'agenda la prise de parole des experts. J'ai vu le docteur Shalom connecté. J'ai vu le docteur Ngou connecté. Je vais peut-être commencer par le docteur Ngou Patrick, qui est pédiatre à l'hôpital de district, à l'hôpital régional annexe de Kribi, dans la région du Sud. Docteur Ngou Patrick, la coqueluche, affection respiratoire qui touche beaucoup plus les enfants, qui était assez rare, mais qui est en train de revenir et nous voulons donc alerter les acteurs. Vous êtes un grand influenceur de la santé dans ce sens-là. Je vous donne donc la parole pour votre avis concernant ce webinaire. Je vous remercie déjà pour votre disponibilité. Merci, docteur Bilunga, de me passer la parole. Merci aux copanélistes. J'ai beaucoup appris aussi en tant que clinicien. Et moi, je vais apporter un peu, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, docteur, oui. Merci. Et nous voyons bien que vous êtes encore dans votre bureau de consultation. Merci. J'ai dû interrompre 2 ou 3 consultations pour pouvoir intervenir parce que le sujet pour nous pédiatres est très intéressant. Donc, j'ai beaucoup appris encore sur, et j'ai révisé aussi un peu la définition des cas suspects, les différents types d'échantillons de prélèvements à faire et le traitement. Moi, je voudrais commencer par une phrase qui me guide à chaque fois quand il s'agit de la vaccination. Je dis toujours qu'un enfant non vacciné, c'est une épidémie non déclarée. Je crois que c'est une phrase qui illustre bien la chose. Un enfant non vacciné est une épidémie non déclarée. Pour le cas, on parle de la coqueluche, mais ça peut être la diphtérie, ça peut être la polio, et beaucoup de ces maladies répondent à cette définition. Un seul cas suffit pour parler d'épidémie. Donc, ce n'est pas un abus de dire qu'un enfant non vacciné, peu importe les maladies évitables par la vaccination, peut être considéré comme une épidémie non déclarée. Je voudrais aussi un peu ramener les choses dans le contexte global, parce qu'on est là pour parler de la coqueluche. On ne peut pas la dissocier des autres maladies évitables par la vaccination. On ne peut pas la dissocier du changement climatique. On ne peut pas la dissocier des zones de conflit. On ne peut pas dissocier de l'insécurité. On ne peut pas dissocier du niveau éducatif. On ne peut pas dissocier de la qualité de vie. On ne peut pas dissocier des migrations. Donc, oui, on va ressortir. On ne peut pas aussi dissocier de l'hésitation vaccinale. Parce que là, il y a un problème d'hésitation vaccinale qui est né. Et on se rend compte qu'en fait, maintenant, depuis une dizaine d'années, on vit au rythme des épidémies, en fait. On vit au rythme des épidémies. Et il faut bien qu'on se projette et qu'on voit les choses de façon un peu plus holistique et globale. On a la COVID, on a la polio qui guette toujours et qui toque à la porte de pratiquement de nombreux pays. On a les hépatites, on a la tuberculose. Donc, on vit un peu au rythme des épidémies. Mais le risque maintenant de vivre au rythme des épidémies, c'est qu'on vive aussi au rythme des ripostes. Et la riposte va augmenter l'hésitation vaccinale. La riposte va augmenter parce qu'on imagine bien ce parent qui, au cours de l'année, il y a au moins 4 campagnes pour 4 maladies différentes. Donc, on est bien focalisé sur la coqueluche, mais il faut bien qu'on essaie de voir aussi de façon globale qu'est-ce qui peut être pris et entrepris de façon globale qui sortent de la vaccination parce que le problème de la vaccination ne concerne pas que le PF. Donc, il faut bien qu'on ressorte l'impact de la vaccination sur l'économie d'un pays, sur la stabilité d'un pays, sur la qualité de vie d'un pays, sur ce qu'on va produire comme adulte de demain à la société. Donc, moi, mon interpellation, c'était pour sortir un peu du cadre clinique, vaccination plus solution, parce que de façon théorique, on a l'impression que la solution est là. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui coince? Le vaccin est là, le vaccin est efficace, mais dans le fond, qu'est-ce qui coince? Il y a ce contexte général dont il faut tenir compte. Donc, pour mon expérience clinique, le dernier cas de coqueluche que j'ai eu remonte à pratiquement 6 ans. C'est un enfant il avait 7 ans à l'époque. Il est arrivé avec un visage tuméfié et une bonne injection conjonctivale, sortant de chez l'ophtalmologue. Donc, c'est aussi pour ressortir, nos cliniciens, les portes d'entrée de ces enfants. Tout le monde n'est pas pédiatre, tout le monde n'aura pas la dextérité, même la présence d'esprit d'y penser.
Mais on a cet enfant qui est venu avec une autre pathologie, mais qui avait un visage un peu bouffi, avec des quintes et tout, avec des hémorragies sous-conjonctivales. Et pour moi, c'était le signe d'appel. Donc, voilà un peu ce que je voudrais apporter comme intervention. C'est un peu ressorti de notre cas de clinicien, de médecin de santé publique et de se dire l'interpellation, elle est forte. Ce n'est pas uniquement les cliniciens, les vaccinateurs, le programme de vaccination, la CDC. C'est aussi pouvoir interpeller, montrer que tout le monde est acteur de la santé. On est toujours content qu'on tombe sur le cas zéro. Mais comment est-ce qu'on fait pour tomber sur le cas zéro? Tomber sur le cas zéro, c'est former le maximum de personnes, informer le maximum de personnes, organiser des campagnes de sensibilisation avec des thèmes qui approchent. On sait qu'on peut faire beaucoup avec peu de moyens. Comment créer des spots qui soient intéressants, interactifs, qui suscitent l'intérêt, qui montrent vraiment le bien fondé de la vaccination ou l'absence de la maladie dans la vie du Camerounais qui se retrouve en Guelé-Menbouka, qui a l'impression qu'il ne compte pas pour le pays, mais lui faire comprendre que là où il est, à lui seul, il peut mettre en œuvre un système de santé. Donc voilà. Merci beaucoup, Dr. Ngou. Guelé-Menbouka, c'est mon village. En passant, je vous remercie encore pour ce partage d'expérience-là. Donc, un enfant non vacciné est une épidémie non déclarée. Ça, c'est un message important que nous retenons ici. Mais nous retenons aussi l'intégration de la mutualisation nous retenons l'intérêt de la mutualisation et de l'intégration des activités que nous menons sur le terrain afin également de faciliter l'adhésion des populations. Parce qu'à la fin, l'autre objectif global à tous ici, c'est améliorer la santé des populations. Et vous avez bien embrayé sur l'intérêt du programme élargi de vaccination. Le docteur Shalom était connecté. Je ne sais pas si sa connexion a permis qu'il reste connecté avec nous. Docteur Shalom, est-ce que vous êtes là? Je crois que malheureusement, il a eu des soucis de connexion. Le docteur Shalom était dans le Grand Nord et il a essayé de se connecter au début de la réunion. Apparemment, là, je ne le vois pas connecté. L'équipe technique peut confirmer, mais nous n'avons pas de retour du docteur Shalom. Je continue de voir les réactions dans le chat. Il faut bien dire que ce soit la coqueluche ou la diphtérie, c'est des maladies pour lesquelles nous n'avions plus l'habitude. Donc, un seul cas suspect pour nous met déjà le système de surveillance en alerte afin de pouvoir confirmer le plus tôt et si épidémie viendra à survenir, que le pays soit prêt pour pouvoir également riposter. Donc, nous continuons de rester en alerte. Nous allons également mettre sur pied un approvisionnement afin de nous préparer. Parce que vous avez bien vu qu'il sera peut-être important pour la riposte d'avoir des campagnes réactives. Il sera important d'administrer de la prophylaxie. Je vais peut-être de façon pratique demander, docteur Epossi a partagé son expérience. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à déclarer ce premier cas de suspect de coqueluche? Elle est allée jusqu'à écouter le son du coq sur YouTube pour être sûr qu'effectivement la définition des cas convenait. Donc, nous fonctionnons avec la définition des cas. Maintenant, de façon pratique, pour répondre à la question du docteur Malama, si je peux me permettre, de façon pratique, vous savez que le Cameroun est à risque d'avoir des épidémies réémergentes, on va dire, de coqueluche et de diphtérie. Les définitions de cas sont disponibles. Vous les mettez également à la disposition des acteurs des formations sanitaires. Je préfère qu'on notifie plus de cas, même s'il s'agit de faux cas. Question pour le système d'être en alerte. Donc, pour ce faire, il faut partager la définition des cas. Lorsque vous avez les définitions des cas partagées, pour le moment, ça devient des maladies à notification immédiate. Les cas suspects sont des maladies à notification immédiate. Vous utilisez tous les moyens disponibles, même WhatsApp, pour contacter le niveau supérieur, afin qu'on mette à votre disposition, si vous n'avez pas, des équipes qui vont permettre le prélèvement. Vous avez vu que le prélèvement doit être fait le plus tôt possible, avant l'initiation même d'antibiotiques et dans les 48 heures.
Maintenant, c'est une maladie hautement contagieuse, donc vous vous assurez qu'à chaque fois, vos formations sanitaires ont quand même des salles d'isolement. Il y a une investigation qui est conduite. Généralement, lorsqu'il y a des cas, on demande au chef de district de conduire des investigations préliminaires. Est-ce que c'est le seul cas? Est-ce qu'il y a d'autres cas? Quelle est la situation dans le district? Afin d'orienter clairement l'assistance ou l'appui qui peut être apporté. Donc, c'est là la première discussion sur la coqueluche. Nous avons tenu une pareille sur la diphtérie avec l'expérience du Nigeria qui était en pleine épidémie de diphtérie à ce moment-là. Malheureusement, nous n'avons pas le PF connecté pour également nous rassurer qu'effectivement les stratégies vaccinales prennent en compte le besoin de renforcer cette couverture vaccinale afin de nous assurer de l'immunité collective et de nous assurer que le pays est effectivement protégé. Mais les webinaires s'inscrivent sur une périodicité. Nous essayons avant la fin de l'année d'avoir un webinaire mensuel dont nous trouverons l'occasion encore de revenir sur ces pathogènes respiratoires-là qui constituent un grand intérêt pour la santé publique. Nous sommes arrivés au thème de notre webinaire. Les questions continuent toujours dans le chat. Nous avons commencé avec 5 minutes de retard, donc je pense que nous pouvons encore nous permettre de prendre 5 minutes. Je vois Diderot. Vu l'ampleur du problème, quelles sont les stratégies de vaccination, de communication mises sur pied par le ministère de la Santé pour pouvoir mettre en alerte les populations et les moyens de prévention susceptibles? Monsieur Fonquois, en cas de notification d'un cas, quel est le dispositif formel mis en place pour renforcer la surveillance au niveau des formations sanitaires, notamment en termes de communication? Le docteur Ngou a dit quelque chose de très important ici. Nous sommes tous les acteurs du système, donc nous devons tous aider à la sensibilisation et à la communication des populations. Docteur Shalom est de retour. Merci beaucoup. Docteur Shalom, est-ce que vous nous entendez? Il y a des questions là qui dépassent ma compétence. Le temps que le docteur Shalom connecte son micro. Mais je vais dire que nous avons des partenaires qui nous accompagnent, que je vais saluer également. Et actuellement, il y a un consultant qui est en train d'élaborer des outils de communication pour la prévention des pathogènes respiratoires. Cela sera forcément vulgarisé sur toute l'étendue du territoire et voire même aussi on va avec les moyens disponibles à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Les districts, les régions doivent également prendre ces maladies réémergentes-là comme leur cheval de bataille et pouvoir sensibiliser. De toutes les façons, les outils de sensibilisation, draft de directives élaborées qui existent aussi, peut-être en attente de validation, de finalisation avec les orientations de l'OMS. Ça sera mis à la disposition des acteurs. Docteur Shalom, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous suis maintenant. Ma connexion est vraiment très, très faible et instable. Je ne sais pas si je vais tenir longtemps. D'accord, non, vous en avez juste pour 4 minutes. En fait, il y a Diderot, Tim, toi, qui demande quelles sont les stratégies de vaccination et de communication mises sur pied par le ministère de la Santé pour pouvoir mettre les populations en alerte vis-à-vis de cette au début, vous avez eu le temps et mélange de vaccination. Votre expertise est attendue. Le professeur Bita a terminé sa présentation en disant que si le PEF enregistre de bonnes performances en termes de couverture vaccinale, nous sommes tous protégés contre ces épidémies de maladies évitables par la vaccination. Je vous passe donc la parole, Dr. Shalom. OK, merci. 4 minutes, je lance le chrono pour dire 3 choses. La première, il faut peut-être expliquer comment c'est survenu, quels sont les facteurs qui ont favorisé cela. C'est vraiment la faible immunité. La faible immunité au Cameroun actuellement cible certaines communautés où il y a eu des problèmes de demande de vaccination pendant la pandémie de COVID-19 avec tout
tous les défis que nous avons eus concernant l'infodémie. Et dans le district de Soie particulièrement, l'année dernière, il y avait des projets pour augmenter la couverture contre le HPV qui avait été, disons, qui a déclenché beaucoup de réticences de la part même des autorités. Et beaucoup de gens ont eu peur de se faire vacciner. Et ce qu'il faut savoir avec la coqueluche, c'est vraiment des poches de sous-immunité comme ça où un cas se déclenche. Quand un cas se déclenche, la coqueluche étant très contagieuse, ils peuvent maintenant contaminer non seulement les enfants de moins d'un an, mais aussi les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, qu'ils soient vaccinés ou pas, parce que l'immunité se perd après 5 ans pour la coqueluche. Donc, dans un environnement où la population augmente, le premier cas habituellement, c'est les enfants de moins d'un an qui ont raté leur vaccination. Ça, c'est vraiment la première cible de la vaccination. Et dans le cadre du grand rattrapage, justement, nous comptons à partir de septembre prochain rattraper toutes les vaccinations manquées pour les enfants depuis le début de la pandémie de COVID. Ça, c'est la première stratégie. Deuxièmement, pour que ça soit quelque chose à long terme, avec l'augmentation de la population, étant donné qu'on perd l'immunité vers l'âge de 5 à 6 ans, beaucoup de pays ont adopté la politique de dose booster à 6 ans pour le DTP, qui inclut aussi le booster pour le tétanos. Et comme ça, on ne sera pas vraiment obligé de vacciner les femmes enceintes avec autant de doses de vaccins antitétaniques. Si on se rassure que les 3 premières doses de DPT sont fournies dans la vaccination de routine et qu'on a une dose booster à partir de 6 ans, de manière durable, on peut rééliminer ces maladies qui sont en train de revenir. Donc, je n'ai pas vu j'ai pas terminé la présentation de Auto. Je ne sais pas s'il a fait une distribution selon l'âge. Vous allez trouver typiquement hein, dans une épidémie de coqueluche qui est localisée. Vous allez trouver typiquement que les premiers cas, le cas index en tout cas, sont des enfants de moins d'un an non vaccinés. Mais vous allez avoir dans la liste néère des enfants de 5, 10, même voire 15 ans qui sont complètement vaccinés avec les 3 doses de Penta, mais qui constituent la plus grande population des enfants atteints dans une liste linéaire. L'avantage avec la coqueluche, c'est qu'il y a un traitement. Et si on veut arrêter la propagation très rapidement maintenant, il faut faire le traitement antibiotique. Je pense que c'est des antibiotiques à base de macrolides et qui associe l'isolement et traitement de ces cas-là le plus rapidement possible et le vacciner autour des cas, surtout les enfants de 5 ans en descendant. Donc, voilà en gros ce que je voulais apporter. Pour nous, il ne s'agit, bon, autant qu'il faut dire aux gens qu'il ne faut pas trop s'alarmer sur ça, mais en même temps, il faut quand même rappeler le fait qu'on doit combler les petites poches du sous-immunité là. Ces communautés sont déjà identifiées et on parle de façon ciblée que de mettre tout le pays en état d'urgence. Il faut plutôt cibler les actions pour boucher ces petits trous de sous-immunisation qui sont déjà bien connus. Donc voilà, j'espère que vous m'avez vraiment suivi. Je vous rends votre micro. Merci beaucoup, Dr. Shalom. La connexion vous a fait défaut, mais on dirait que vous étiez avec nous parce que vous avez embrayer sur ce que le docteur Ngou a dit tout à l'heure et sur ce que les autres intervenants ont également mentionné, surtout la nécessité d'intégrer, de mutualiser les activités, mais aussi de cibler les zones prioritaires d'intervention afin de ne pas aller dans tous les sens comme vous le dites. Nous retenons également que la mobilisation ou bien la bonne sensibilisation des communautés est un élément clé si nous voulons faire face à ces maladies à potentiel épidémique. Donc, je vais par ma modeste voix remercier tous les orateurs qui ont trouvé du temps pour partager avec nous sur cette maladie. Je vais saluer comme ça le professeur Bita de l'OMS Afro, Monsieur Beko de l'Institut Pasteur de Bangui en RCA et Monsieur Otou de la région du centre. Il y a toute une équipe en parallèle de backup également
qui a participé, que ce soit à l'identification des cas, au transport des échantillons pour la confirmation, bien que le résultat n'ait pas été concluant. Nous saluons également tout cela et je salue nos experts, le docteur Ngou, pour tout son travail et l'influence qu'il a sur les populations. Même votre partage en témoigne longuement. Et enfin, le docteur Shalom pour les stratégies de vaccination qui seront mises en place afin de nous permettre d'avoir une immunité collective suffisante et afin que nous soyons mieux protégés contre cette maladie-là. Nous allons continuer de renforcer la surveillance. Nous saluons tous les partenaires qui sont connectés et qui promettent de nous appuyer. L'OMS, Africa CDC, CDC et autres, nous vous remercions d'avance pour les opportunités que vous nous donnerez, que ce soit pour le renforcement des capacités des experts de labo, la formation ou bien alors la finalisation des documents qui sont actuellement en cours de préparation. Merci à tous ceux qui nous ont retrouvés de par le Cameroun, de par l'Afrique. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain webinaire. Merci encore à tous et bonne journée. Merci, mère, à vous, docteur. Félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à Merci vous. beaucoup à tous. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Félicitations à tous. Bonne soirée. C'est comme la Merci qualité des beaucoup. Merci interventions. beaucoup. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bye. Merci. Bye. Même Dieu était avec nous. Il y avait la connexion à RCA. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne journée et nos Bonne salutations au journée à vous. directeur Ouais. général.